Merci à vous tous. Thank you. Great thank you. No. OK. Thank you. Vendredi, Elon Musk, le PDG de SpaceX, était en visite au salon Vivatech de Paris, puis il en a profité pour parler de ses débuts dans le spatial puis de ses ambitions futures. Elon Musk a toujours été intéressé par la technologie russe, et au début de SpaceX, il est même allé en Russie pour essayer d'acheter à bas prix d'anciens missiles continentaux soviétiques sans les têtes pour les convertir en fusées spatiales. Puis il avait pas encore 30 ans à l'époque, puis il était plutôt mal habillé. Les Russes riaient littéralement de lui, il y en a même qui avaient craché sur ses pieds. Imaginez. Mais c'est quand même cet événement qui lui a permis d'avoir un véritable déclic. Il fallait trouver de nouveaux moyens pour améliorer radicalement les méthodes pour faire baisser les coûts. Et c'est à la suite de cet événement, au retour d'Europe de l'Est, que le projet de toute une vie a pris forme. SpaceX, et cette semaine, c'était la 200e récupération d'un booster. Rien que ça. Un voyage interstellaire sans vaisseau spatial, est-ce possible? Une nouvelle recherche propose une théorie fascinante selon laquelle des civilisations extraterrestres avancées peuvent voyager parmi les étoiles sans avoir besoin d'un vaisseau spatial interstellaire. Mais la vie telle que sur Terre n'est peut-être pas si éloignée de nous. Et cette semaine, nous avons été informés d'une découverte fascinante dans l'océan d'Encelade, cette lune glacée de Saturne. Bienvenue dans votre... Qu'est-ce qui se passe? C'est futuriste. Ah, je comprends. Actualité spatiale, chaud! Cette semaine, en direct de la base de Vandenberg, en Californie, le booster B-1071 a effectué le 200e atterrissage d'un booster Falcon 9 et c'était son 9e. Le 12 juin 2023, SpaceX a procédé depuis son pas de tir de la base de Vandenberg, en Californie, à la mission Transporter 8 qui consistait à placer 72 petits satellites en orbite. Et le moteur du deuxième étage avait la nouvelle buse plus courte. Et ce n'était pas surprenant puisque l'une d'entre elles avait été utilisée pour la première fois lors de la précédente mission Transporter 7. Et tout ça, c'est simplement pour sauver des coûts. Car l'alliage utilisé pour la cloche du moteur est composé en grande partie de niobium et d'environ 10% d'hafnium, dont le prix a monté en flèche dernièrement. Et on parle d'environ 5 000 $ le kilogramme. Alors vous allez en voir prochainement, ça c'est garanti. Et Transporter 8, c'était la 8e mission de covoiturage de SpaceX pour envoyer de nombreuses charges utiles différentes en orbite en un seul coup. Et chaque satellite a en réalité une histoire vraiment intéressante. Puis à bord de la mission, il y avait le satellite Varda Space qui vise à fabriquer des produits pharmaceutiques dans l'espace. Il s'agit d'un satellite logé dans un module Photon de Rocket Lab qui fournira l'alimentation, les communications, la propulsion puis le contrôle d'attitude. Et celui-ci va tenter de produire des produits pharmaceutiques en microgravité puis de les renvoyer sur Terre. Il existe quelques cristaux de protéines utilisés dans les produits pharmaceutiques qui peuvent former des meilleures structures lorsqu'ils sont cultivés en microgravité. Nous avions également Launcher Space qui a été récemment acquis par Vast. Oui, ça c'est la même entreprise qui vise à mettre en orbite ses propres stations spatiales privées. Et imaginez, oui, le Orbiter SN3 transporte lui-même des charges utiles de d'autres clients pour réduire les coûts aux entreprises plus petites. Ils ont pensé à tout, on parle de 25 000 $ le kilogramme. Ça, c'est pas cher pour atteindre l'orbite. Et pour ce qui est du retour du booster sur le Landing Zone 4, B-1071 a signé le 200e atterrissage réussi d'un premier étage de Falcon 9. Et avez-vous des souvenirs de ses débuts? Le 10 janvier 2015, le premier étage d'une fusée Falcon 9 a été lancé avec comme objectif d'être la première fusée à revenir se reposer sur Terre pour être réutilisée. Mais l'engin a réussi à s'approcher de la plateforme d'atterrissage, mais avec une trop grande vitesse. La fusée s'est renversée et est tombée dans l'eau. Le navire drone a également connu quelques dommages structurels. La cause de cet échec, un manque de fluide hydraulique permettant d'actionner les panneaux cellulaires supersoniques. Et ça, c'est pour le contrôle et la stabilité, rien que ça. Et durant la tentative suivante, SpaceX a de nouveau été en mesure d'atteindre la plateforme maritime ou la drone ship, mais deux problèmes se sont produits lors de l'atterrissage. Bien que le premier étage de la fusée soit arrivé avec une vitesse latérale plus élevée que prévu, la fusée avait tout de même réussi à se poser, mais a commencé à basculer sur le côté, puis le propergol utilisé pour le contrôle de la stabilité, qui aurait dû empêcher la fusée de basculer, n'a pas fonctionné en raison d'une vanne coincée. Et la fusée a donc de nouveau basculé dans l'eau, et les deux vaisseaux spatiaux détruits ont été ramenés aux installations SpaceX pour analyser
analyse. Bien que ces 2 essais d'atterrissage aient été des échecs, le reste des missions était une réussite. Mais où étiez-vous le 21 décembre 2015? Peu avant Noël, SpaceX a finalement réussi à atterrir avec succès, ce qui constituait une première pour un lancement orbital. Et je dis orbital parce que Jeff Bezos, avec son New Shepard, va me faire une poursuite. Ouais. L'atterrissage a eu lieu au Landing Zone 1 du Centre spatial Kennedy sur la terre ferme, et cet atterrissage était possible en raison de la configuration de la mission qui permettait une approche à une vitesse moins élevée que pour d'autres missions. Et depuis, la société privée a poussé le concept avec des retours sur des barges en mer. Puis les premiers étages du Falcon 9 Block 5 visent désormais 15 à 20 vols avant leur retraite. Alors bravo à SpaceX, Falcon 9 est sans l'ombre d'un doute la fusée la plus fiable du monde. Nous sommes maintenant prêts pour le Starship. Hey, j'aimerais savoir votre avis cette semaine. Et selon vous, quand sera le prochain lancement du Starship S-25 et du booster Super Heavy B9? Écrivez-moi dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Puis en passant, désolé pour le retard des vidéos des fois, parce que je suis en direct quasiment, on est dimanche ce matin, quand on travaille c'est comme ça, c'est juste une passion. Et voilà! Une étude sérieuse publiée dans l'International Journal Astrobiology propose une théorie fascinante selon laquelle des civilisations extraterrestres avancées pourraient voyager parmi les étoiles sans avoir besoin d'un vaisseau spatial interstellaire. C'est pas sérieux, ça? Oui! Et on peut imaginer plusieurs raisons pour lesquelles les civilisations extraterrestres quittent leur système planétaire d'origine. Ça peut être par curiosité, à des fins d'exploration, ou par nécessité en raison de l'existence d'une menace telle que le changement climatique est devenu incontrôlable, ou la guerre. L'étude conclut que les planètes orphelines, les planètes qui n'ont pas d'étoiles, qui sont dans l'interstellaire, ils se promènent, qui ne sont pas dans un système quelconque, ça pourrait être une solution viable si elles sont utilisées intelligemment. L'avantage d'utiliser des planètes de ce genre pour la migration interstellaire, c'est qu'elle offre aux voyageurs beaucoup d'espace puis de ressources en plus d'une protection contre les radiations puis d'une gravité constante. Pensez à l'eau liquide sous la surface qui est maintenue par la chaleur du noyau de la planète. Ça pourrait être utilisé pour la consommation ou pour construire des habitats sous-marins qui protégeraient les habitats des niveaux de rayonnement élevés rencontrés dans l'espace interstellaire. Mais comment pourrions-nous atteindre les planètes errantes? En gros, il faudrait attendre que l'une passe par son système planétaire d'origine. Parce que oui, il pourrait y avoir plus de planètes errantes que d'étoiles dans notre Voie lactée. Puis ça signifie que de temps en temps, il y a des planètes errantes qui peuvent traverser les régions extérieures des systèmes planétaires. Et lorsque l'objet s'approche, les civilisations pourraient utiliser un vaisseau spatial pour monter à bord. Wow! Il faudrait quand même attendre qu'une planète passe, puis c'est certainement pas idéal en cas de menace existentielle. Une autre option pour une civilisation extraterrestre avancée serait de libérer une planète naine existante de ses limites gravitationnelles vers son système planétaire d'origine et son étoile mère, la convertissant ainsi en une planète errante. Oui, un peu comme Sedna dans notre système solaire. C'est une de nos planètes naines d'un diamètre d'environ 1000 km. C'est en gros l'objet du système solaire connu, le plus éloigné à l'exception des comètes. Et Sedna se situe entre 11 et 145 milliards de kilomètres de notre Soleil. C'est loin, très loin. Elle est tellement loin qu'elle met 12 000 ans pour parcourir son orbite. Mais pourquoi ne pas y rester au lieu de déménager à nouveau? Les planètes errantes ne restent pas très hospitalières sur une longue période de temps. Avec le temps, la chaleur produite à l'intérieur d'une de ces planètes commencera à diminuer, donc ce sera impossible de conserver de l'eau liquide. De plus, les planètes errantes ont un approvisionnement limité en ressources et en énergie par rapport à un système planétaire avec une étoile en son centre. Bref, si un tel vaisseau interstellaire marche à moins de 1% de la vitesse de la lumière, il faudrait quand même des centaines d'années pour atteindre sa destination dans un autre système planétaire. Puis la santé des passagers et leur capacité à transférer des connaissances et des compétences aux générations futures sur le navire nécessiterait un très grand nombre de passagers. Et selon l'étude, nous aurions besoin de 44 000 voyageurs pour survivre à un long voyage de 150 ans dans l'interstellaire. Et après plus de 60 ans de recherche de vie extraterrestre intelligente, on n'a encore rien trouvé. Puis les scientifiques recherchent la vie dans la zone habitable des systèmes planétaires. Puis ça serait peut-être une bonne idée d'élargir les recherches pour incorporer également les régions extérieures des systèmes planétaires puis des planètes errantes. Oui!
Les données de la mission Cassini de la NASA révèlent un élément constitutif de la vie dans les océans, oui, dans Slade. Attention! Depuis très longtemps, les astronomes envisagent cette lune de Saturne comme l'un des endroits du système solaire dans lequel nous avons le plus de chances de trouver de la vie. Et aujourd'hui, ils nous font part d'une découverte. Le phosphate. Le phosphate, c'est un minéral essentiel à la fabrication des acides nucléiques qui constituent l'ADN. L'oxygène, le carbone, l'azote, l'hydrogène et le soufre sont les éléments essentiels à la vie, mais sans le phosphate, la vie ne peut pas se développer. Et c'est la raison pourquoi ils le cherchent sans répit. Félicitations, Reggie. Oh, il est... Et aujourd'hui, des traces auraient été découvertes dans l'un des anneaux extérieurs de Saturne, ou l'anneau E qu'on appelle. C'est exactement là que se trouve la petite lune Encelade. Puis l'anneau E de Saturne serait, selon eux, constitué à 30 de particules de glace émises par les panaches qui jaillissent de sous la croûte d'Encelade. Donc, mes amis, on n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour faire un lien. Il n'y a pas de vie. Il y aurait donc 9 particules de glace sur près d'un millier analysé qui auraient décelé des traces de phosphate. C'est pas énorme, mais c'est quand même ça. Mais il pourrait y avoir dans l'océan d'Encelade une concentration 100 fois supérieure à celle de la Terre. Et les chercheurs avaient déjà confirmé que l'océan d'Encelade contient de l'oxygène puis de l'azote, puis ils avaient aussi trouvé du soufre, du carbone et de l'hydrogène. Mais attention, parce que la découverte de phosphate, ça signifie pas nécessairement que des organismes vivants peuplent l'océan d'Encelade. Le phosphore doit avoir formé des liaisons avec du carbone pour fabriquer de l'ADN. Puis ça prend une chimie assez particulière. Bref, c'est une bonne nouvelle dans la recherche de la vie, mais beaucoup de travail reste à faire. Et en passant, phosphate, phosphore, ben le phosphate, c'est la source naturelle du phosphore. Voilà! L'atterrissage sur la Lune des missions Apollo était réel. Pas certain, moi. Mais les procédures de quarantaine, elles, ne l'étaient pas. Dans une petite ville du désert, des dizaines de personnes sans méfiance tombent soudainement mortes d'une mystérieuse peste. L'agent effectué est venu de l'espace. Oui, il n'y a aucun remède connu et le gouvernement américain doit se démener pour le contenir avant de détruire le monde. Eh bien ça, mes amis, c'était l'intrigue dans The Andromeda Strain. Oui, c'est un roman qui a été publié 2 mois avant que les humains ne mettent le pied sur la Lune, puis il a déclenché une panique généralisée quant à ce que les astronautes d'Apollo 11 pourraient rapporter. Et heureusement, la NASA avait mis en place un protocole de quarantaine pour la mission, mais selon de nouvelles recherches, ces mesures auraient pu être en grande partie pour le spectacle. Oui, lorsque les astronautes sont revenus de la Lune pour la première fois en 1969, eh bien les responsables de la NASA craignaient qu'ils ne ramènent sur Terre d'étranges microbes spatiaux. Puis à l'époque, ni les États-Unis ni l'URSS n'avaient réussi à renvoyer une sonde de la Lune. Et en conséquence, personne ne savait avec certitude si la Lune abritait ou non une vie microscopique. Et la NASA a mis en place une installation de quarantaine à Houston, connue sous le nom de laboratoire de réception lunaire, afin de contrer la possibilité que des germes extraterrestres s'échappent sur Terre. Et lorsque l'équipage d'Apollo 11 est revenu de sa mission, ils ont été immédiatement introduits dans cette installation ultra moderne de plusieurs millions de dollars, où ils ont passé 3 semaines. 24 employés de la NASA qui ont été exposés à des matériaux lunaires alors qu'ils aidaient les astronautes à débarquer ont également été mis en quarantaine. Mais à première vue, le protocole de quarantaine semblait sensé, mais les nouvelles recherches suggèrent que malgré l'argent et les ressources qui ont été investis, les efforts de protection planétaire de la NASA étaient en grande partie pour le spectacle. C'est bien vrai parce que le vaisseau spatial Apollo n'avait pas été conçu pour empêcher d'éventuels contaminants lunaires d'être exposés à l'environnement terrestre. Et une fois le splashdown dans l'océan Pacifique, la capsule a dû être ouverte afin de laisser sortir les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin puis Michael Collins. Et l'air à l'intérieur du module a également été évacué dans l'atmosphère terrestre lorsque l'engin est rentré, garantissant que l'équipage ne souffrirait pas d'empoisonnement au dioxyde de carbone. Mais la NASA savait également que le risque que les astronautes ramènent chez eux un fléau spatial était extrêmement faible. Ils ont joué sur leur capacité à contenir une menace microbienne pour ne pas affoler le public. Et dans un communiqué à l'époque, l'agence a rassuré les citoyens inquiets que leurs efforts ont abouti à un laboratoire doté de capacités qui n'avait jamais existé auparavant. Si Apollo 11 avait ramené des microbes lunaires, il est difficile de dire s'il aurait ou non posé un risque pour l'homme, parce que la grande majorité de la vie microbienne sur Terre est totalement inoffensive pour les humains, et puis certaines espèces sont même vitales pour notre santé. Et puisque tout germe lunaire hypothétique aurait évolué séparément de la vie sur Terre pendant très longtemps, il pourrait même ne pas avoir la capacité d'interagir avec nos cellules. Mais en fin de compte, l'échec probable du protocole de quarantaine d'Apollo 11 pourrait être une leçon précieuse pour les futures missions qui visent à renvoyer des échantillons et des humains de Mars et au-delà.
Et compte tenu de son atmosphère et de sa géochimie, Mars est beaucoup plus susceptible d'abriter une vie microbienne que la Lune. Puis en 2020, la NASA a publié une procédure mise à jour pour contenir les microbes extraterrestres. Mais même avec ces normes en place, il peut s'avérer impossible de contenir complètement un micro-organisme spatial en fuite. Bref, on peut juste espérer qu'ils viennent en paix, ou ils sont vulnérables, ou l'isolent. Protect us from any harmful life from the moon and to protect any piece of life that might exist from being destroyed by our contamination. Voici notre chapitre découverte de la semaine. Voici le crash du premier vol de SpaceX avec la fusée Falcon 1 sur l'île d'Omelek. Oui, c'était la première fois que je voyais cette image qui nous rappelle toutes les étapes traversées par cette compagnie. Et plus grand que la somme de ces parties, oui, voici le module de service européen qui sera utilisé pour la mission Artemis 4 qui verra 2 astronautes atterrir sur la Lune et livrera le premier module ESA pour la station spatiale Gateway. Et du côté de la capsule Orion au Neil Armstrong Operation and Checkout Building, il y a des progrès qui sont en cours. Pendant que plusieurs parlent que la NASA n'aurait plus confiance en SpaceX. Voyons, le projet continue à avancer à grande vitesse. Et saviez-vous que la Chine développe un 5e site de lancement? Oui, il est en pleine construction sur l'île de Henan, au sud du pays, puis il comprend 4 pas de tir, puis il pourra recevoir des lanceurs commerciaux. Puis son premier décollage est attendu en 2024. Et cette vidéo a été créée par Kevin M. Gill à partir d'images fixes prises par le vaisseau spatial Cassini lors de son survol de Jupiter et plus tard de Saturne. Et ce que nous voyons, c'est Io et Europe au-dessus de la grande tache rouge de Jupiter, puis Titan lors de son passage au-dessus de Saturne. Et voici justement une photo qui nous permet de nous voir à partir de Saturne. La Terre est le point lumineux bleu à gauche, la Lune à droite est plus faible, blanche. Ce point bleu pâle est si magnifique, nous ne sommes que de la poussière cosmique. Et voici des nouvelles photos de la mission lunaire indienne Chandrayaan 3 qui ont été publiées cette semaine, puis le décollage est prévu au plus tôt le 12 juillet de cette année. Et jeudi dernier, la sortie spatiale 88 à l'ISS a duré 5h35 minutes. C'était pas court ça. Steve Bowen et Woody Hosberg ont installé un nouveau panneau solaire. Celui-ci a été déroulé et mis en fonctionnement, puis on voit pas ça souvent, c'est inusité. Et du côté d'Elon Musk, il était en Europe cette semaine. Oui. Il a rencontré les dirigeants italiens et français. Beaucoup de fans espéraient le rencontrer, mais seulement que 3500 ont pu entrer. Bon, pour ce qui est du reste, les controverses, je vous laisse faire votre propre jugement. Tu veux dire quoi, le snap? Je veux dire qu'il était là, puis c'est pas tout le monde qui l'apprécie là-bas. Et aussi, by the way. Et désolé pour la suite de la vidéo, je sais qu'il y en a qui vont dire que ça va gâcher ma vidéo de spatial, mais c'est comme ça, je suis un passionné d'aviation aussi. Top Gun, n'importe quoi. Bon, je parlerai pas de Top Gun, mais voici comment fonctionne le ventilateur de levage entraîné par l'arbre d'un F-35 lors d'un atterrissage vertical. C'est assez impressionnant, mais quand même assez simple à la fois. Et en 1984, la FAA et la NASA ont piloté à distance et écrasé un Boeing 720 pour développer de nouvelles normes de sécurité puis créer des bases de référence pour les données d'accident. Et bien que le test ne se soit pas complètement déroulé comme prévu, il a permis d'améliorer les normes des futurs avions de passagers. Oui, quand vous êtes assis dans un avion, il a fallu faire des tests pour s'assurer que vous êtes en sécurité. Et cette semaine, je suis tombé sur cette toute dernière image transmise par le rover Opportunity sur Mars au sol 5111. Opportunity était le deuxième des 2 rovers lancés en 2003 à atterrir sur Mars et a commencé à traverser la planète rouge à la recherche de signes d'eau anciens. Et le rover a exploré le terrain martien pendant près de 15 ans, dépassant de loin sa mission prévue de 90 jours. Et après avoir atterri sur Mars en 2004, Opportunity a fait un certain nombre de découvertes, y compris des preuves qu'il y a au moins une zone de Mars qui est restée humide pendant une période prolongée et que les conditions auraient pu être propices au maintien de la vie microbienne. Et le rover Opportunity a cessé de communiquer avec la Terre lorsqu'une violente tempête de poussière à l'échelle de Mars a recouvert son emplacement en juin 2018. Et après plus d'1 millier de commandes pour établir le contact, les ingénieurs du contrôle de mission du Jet Propulsion Laboratory ou JPL de la NASA ont fait leur dernière tentative pour relancer Opportunity le 13 février 2019, mais en vain.
Et la dernière communication du rover à énergie solaire a été reçue le 10 juin de la même année. Et je termine avec une vidéo qui m'a bien fait rire. Ouais, ça par rapport au spatial. Ben, il fallait que je vous la montre parce que oui, ça donne des idées pour cet été. Ça m'a bien fait rire. Et ça complète votre actualité spatiale chaude de la semaine. Hey, merci d'être ici à chaque semaine. Vous êtes incroyables. Et comme disait Confucius cette semaine, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Oh wow! Et n'oubliez pas d'alimenter vos passions et d'être Blue Dot parce que le futur, ça commence maintenant.